Les différents calculs qu'on peut effectuer en calorimétrie vont être influencés par les types de réactions qui vont s'effectuer dans le calorimètre. Donc aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, on va explorer les différents types de réactions chimiques qu'on peut rencontrer dans un calorimètre et regarder comment on peut calculer l'énergie qui est impliquée dans cette réaction. Alors, petit rappel en commençant, nous avons vu précédemment qu'un calorimètre, c'est un système isolé. Ça veut dire que l'énergie qui va être échangée à l'intérieur du calorimètre va demeurer à l'intérieur du calorimètre. Il n'y aura aucun échange avec le milieu extérieur. Donc, ce n'est que la réaction chimique qu'on va étudier à l'intérieur du calorimètre. Ce qui veut dire que l'énergie qui va être libérée par la réaction va être égale à l'énergie qui va être absorbée par la réaction. Donc, cette partie-là ici est fort importante à se rappeler. Donc, si j'ai de l'énergie libérée par la réaction, j'ai de la chaleur absorbée par le calorimètre. On se rappelle aussi que dans le calorimètre, c'est l'eau à l'intérieur du calorimètre qui va absorber ou dégager de l'énergie pour la réaction en cours. Autre point important, si on a une réaction qui est exothermique, eh bien le calorimètre absorbe de l'énergie. Et si on a une réaction endothermique, le calorimètre dégage de l'énergie. Donc, c'est le contraire un de l'autre. Et c'est ce qu'on voit ici avec le signe négatif. Donc, peu importe ce que ma réaction va faire, le calorimètre va faire le contraire. Petit rappel également, si on veut calculer la chaleur échangée dans un calorimètre, on va utiliser la formule Q est égal à MC delta T. Donc, cette formule-là va toujours s'appliquer pour l'eau qui est présente dans le calorimètre. Oui, on pourrait mettre un acide, une base dans un calorimètre, mais comme on le verra un peu plus tard, ces solutions sont tellement de faible concentration qu'on va considérer qu'elles sont équivalentes à de l'eau. Donc, Q, c'est l'énergie thermique impliquée dans le calorimètre. Cette énergie thermique pourrait être dégagée, donc elle serait avec un signe négatif devant sa valeur numérique, ou elle pourrait être absorbée, donc à ce moment-là, elle serait avec un signe positif devant sa valeur numérique. M, ça correspond à la masse de l'eau dans le calorimètre. Donc, peu importe la quantité de soluté qu'on impliquera à l'intérieur de la réaction chimique, c'est vraiment la quantité d'eau qui va être importante. C, c'est une constante qui est la capacité thermique massique. Quand on va faire nos calculs, je vous dirais que dans 99% du temps, c'est l'eau qui va être dans notre calorimètre et on va utiliser la valeur de la capacité thermique massique de l'eau. Dans votre cahier éléments, vous avez une table des capacités thermiques massiques des différentes substances à la page 474. Dans cette page 474, vous allez voir qu'il y a des substances solides, par exemple le fer, le cuivre, et on va utiliser parfois ces substances solides-là pour faire des transferts de chaleur. Donc, leurs capacités thermiques massiques vont être importantes à ce moment-là. Au niveau du delta T, c'est une variation de température. Et encore une fois, ça va être la variation de température de l'eau dans mon calorimètre. Je vous rappelle qu'une variation, c'est toujours un final moins un initial. Alors ici, c'est la température, donc température finale moins température initiale. Un concept important en calorimétrie, c'est la chaleur molaire d'une réaction. Quand on parle d'une chaleur molaire, on veut connaître la quantité d'énergie qui est soit absorbée ou dégagée par une mole de réactif ou une mole de produit. Donc, ça va dépendre de la situation. Donc, je veux vous rappeler que le nombre de moles d'un réactif ou d'un produit se calcule en divisant la masse utilisée dans la réaction par la masse molaire de ce réactif ou de ce produit. Et pour trouver la masse molaire, vous allez utiliser votre tableau périodique.
Donc, de façon générale, peu importe le type de réaction auquel on a affaire, on peut calculer la chaleur molaire ou l'enthalpie molaire de la réaction en utilisant la formule que vous voyez présentement à l'écran ici. Donc, cette formule dit qu'on va prendre le delta H de la réaction qu'on aura calculé, divisé par le nombre de moles de réactifs ou de produits qui étaient impliqués dans ma réaction. Comment je fais pour savoir le nombre de moles, si c'est des moles de réactifs ou des moles de produits que je dois utiliser? Eh bien, je lis l'énoncé de ma question. Ça sera toujours précisé et je m'occupe que de ce réactif ou que de ce produit. Premier type de réaction qu'on peut rencontrer dans un calorimètre, c'est de la combustion. Donc, la combustion, c'est une réaction qui est exothermique. Ça veut dire qu'elle va dégager une énorme quantité de chaleur, ce qui veut dire que le delta H d'une réaction exothermique sera toujours négatif. Alors, comment je vais m'y prendre pour calculer la chaleur molaire de combustion? Eh bien, je vais toujours procéder sensiblement de la même façon. C'est sûr qu'il peut y avoir des variantes, ça va dépendre de la question qui va m'être posée. Mais si on veut vraiment connaître la chaleur molaire, la première chose à faire, c'est de calculer la quantité d'énergie qui est absorbée ou dégagée par le calorimètre. Donc ici, je vous le dis, le calorimètre absorbera de l'énergie puisque la combustion, c'est une réaction exothermique. Donc, elle va dégager de l'énergie. Alors, mon calorimètre, lui, va en absorber. Donc, la valeur de Q sera positive et je la calcule en utilisant Q est égal à MC delta T. Une fois que j'ai calculé la quantité de chaleur qui est impliquée dans mon calorimètre, qui a été absorbée par mon calorimètre, je peux calculer le delta H de la réaction. Donc, comme on a mentionné, le delta H pour une combustion sera toujours négatif. Donc, je vais le trouver en utilisant mon équivalence. Delta H est égal à moins Q. Et ensuite de ça, je vais calculer le nombre de moles de réactifs ou de produits qui est impliqué dans ma situation. Donc, c'est important de bien lire votre problème. Et ensuite de ça, je suis prêt à calculer mon delta H molaire en divisant le delta H de la réaction que j'ai trouvé à l'étape 2 par le nombre de moles que j'ai trouvé à l'étape 3. Pour un exemple plus détaillé de calcul, je vous invite à aller voir la page 201 dans votre cahier éléments. Deuxième type de réaction que l'on peut rencontrer dans un calorimètre, et c'en est un qu'on va voir vraiment plus souvent que la combustion, même je vous dirais en laboratoire, c'est de la dissolution. Donc, je vous rappelle que lors d'une dissolution, on va prendre un soluté qui, la plupart du temps, va être solide et on va le mélanger avec un solvant, dans 99% des cas qui nous intéressent, de l'eau, parce que c'est le meilleur solvant qu'on peut retrouver dans notre environnement. Donc, une dissolution, c'est de mélanger un soluté solide avec un solvant liquide, qui ici est de l'eau, et d'agiter jusqu'à temps que tout le soluté se soit dissous, c'est-à-dire se soit dissocié et soit venu s'insérer entre les particules de solvant. Dans une dissolution, ce qui est important, c'est de se rappeler que oui, l'eau, c'est un solvant de choix. Ce qui veut dire que je connais la masse d'un volume de solution, puisque 1 ml d'eau, ça correspond à 1 gramme. Ça, c'est la masse volumique de l'eau. Ça veut dire que si j'avais une solution de 50 ml de sel, donc d'eau salée, je sais que j'aurais à ce moment-là 50 grammes d'eau salée, puisque 1 gramme, c'est 1 millilitre. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, de l'eau salée, c'est pas la même chose que de l'eau. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que nous, pour faciliter nos calculs, on va considérer que le volume de la solution est égal au volume de l'eau, ce qui va faire en sorte que la capacité thermique massique de la solution va être égale à la capacité thermique massique de l'eau. Pourquoi on considère ça comme ça? Un, ça facilite nos calculs, et deux, le soluté influence très peu le volume et la capacité thermique massique de l'eau.
on n'aura pas suffisamment de soluté dissous dans notre solvant pour qu'il y ait une influence majeure. Comment je calcule ma chaleur molaire de dissolution? Même procédure que tout à l'heure pour la combustion. Je devrais d'abord calculer la chaleur que mon calorimètre aura dégagée ou absorbée. Donc, je vous rappelle que c'est l'eau dans le calorimètre, donc la solution dans le calorimètre qui absorbera ou dégagera cette énergie. Dans le cas d'une dissolution, je ne peux pas généraliser comme dans une combustion. Dans une combustion, on a dit que le calorimètre absorbait toujours de l'énergie. Bien, dans une dissolution, on ne le sait pas. Ça va dépendre du soluté. Il y a certaines dissolutions qui seront exothermiques et d'autres dissolutions qui seront endothermiques. Donc, très important de calculer et de bien noter le signe. Puisqu'à l'étape 2, on va calculer le delta H de la réaction qui va être le contraire de l'énergie absorbée ou dégagée par notre calorimètre. Ainsi, si on avait obtenu un Q calorimètre positif, bien, on aurait un delta H négatif. Et si on avait obtenu un Q calorimètre négatif, on aurait un delta H positif. Ensuite, je calcule mon nombre de moles impliqués dans ma situation. Donc, mon nombre de moles soit de soluté dissous ou de produits obtenus après la dissolution. Ça dépendra de votre situation. Et on utilise la formule du delta H molaire pour calculer la chaleur molaire de dissolution. Vous avez un exemple plus détaillé à la page 202 de votre cahier éléments. Je vous invite à aller le regarder. Troisième type de réaction que l'on peut effectuer dans un calorimètre, c'est une neutralisation. Je vous rappelle qu'une neutralisation, ça implique un acide et une base. Donc, un acide et une base. Ce qu'on va obtenir, c'est de l'eau, H2O, et un sel qui va dépendre de l'acide, dont la nature va dépendre de quel acide et quelle base on a utilisé dans notre neutralisation. Quand on va travailler l'aspect énergétique, donc la calorimétrie de neutralisation, c'est vraiment super important de travailler le volume total de la solution, c'est-à-dire le volume de l'acide plus le volume de la base dans notre calorimètre, parce que ce volume-là va correspondre au volume d'eau à l'intérieur de notre calorimètre. Donc, si je neutralise 50 ml d'acide avec 50 ml de base, le volume total sera de 100 ml. Donc, on considérera qu'on a 100 ml d'eau à l'intérieur de notre calorimètre. Comme tout à l'heure, on a aussi la même information ici. 1 ml d'eau ou 1 ml d'acide et de base mélangés ensemble correspondent à une masse de 1 g. Donc, ça n'a pas changé. On considère également, lors d'une neutralisation, que la capacité thermique massique de la solution, donc c'est-à-dire de l'acide et de la base mélangés ensemble, va correspondre à la capacité thermique massique de l'eau. Encore une fois, c'est pour faciliter nos calculs, mais c'est aussi parce que souvent les acides qu'on va utiliser sont très peu concentrés. Donc, les solutés dissous à l'intérieur de l'eau pour fabriquer ces acides et ces bases aussi, pas juste les acides, sera très peu concentré, ce qui va très peu changer la capacité thermique de l'eau. Ce qui est important de ne pas oublier, c'est que lors de neutralisation, on devra utiliser la concentration de l'acide ou de la base pour pouvoir calculer le nombre de moles. Donc, on se rappelle que la concentration, ça correspond au nombre de moles d'acide ou de base divisé par son volume. Donc, si je veux calculer le nombre de moles impliqués dans une réaction, c'est super important d'utiliser la concentration quand on parle de neutralisation acido-basique parce que ce sont deux solutions que je mélange ensemble. Ça n'implique pas un réactif solide et de l'eau, ça implique deux solutions aqueuses
Donc, mon nombre de moles doit obligatoirement passer par le calcul de la concentration. Maintenant, comment est-ce que je calcule la chaleur molaire de neutralisation? La même façon que j'ai calculé celle de la combustion et de la dissolution. À une exception près, c'est le nombre de moles qui va être impliqué dans ma réaction. Donc, je commence comme tout à l'heure par calculer l'énergie impliquée dans mon calorimètre avec Q est égal à MC delta T. Encore une fois, il y a des neutralisations acido-basiques qui seront endothermiques, il y a des neutralisations acido-basiques qui seront exothermiques. Donc, c'est bien important de calculer l'énergie absorbée ou dégagée par le calorimètre, puisque ensuite, cette énergie-là va nous permettre de calculer le delta H de la réaction en lui assignant un signe contraire. Donc, si j'ai obtenu une quantité d'énergie, disons, de 100 joules à mon étape 1, bien, le delta H de ma réaction de neutralisation sera de moins 100 joules. Hein? C'est le contraire. Ensuite de ça, à l'étape 3, je calcule le nombre de moles d'acide ou de base impliqués dans ma situation. J'utilise la formule de la concentration pour arriver à calculer N. Et finalement, j'utilise ma formule du delta H molaire pour calculer la quantité, la chaleur molaire de neutralisation de mon acide par une base ou de ma base par un acide. Vous avez un exemple que je vous invite à aller lire et regarder attentivement à la page 203. Les calculs de chaleur molaire de neutralisation sont de loin les calculs qui vont vous demander le plus d'attention parce qu'il y a plusieurs petits détails à ne pas échapper. Hein, le volume de la solution, la somme totale des acides et des bases dans votre réaction correspond au volume de la solution qui correspond au volume d'eau. Le volume d'eau, donc, a une masse de autant de grammes que de millilitres parce que la masse volumique de l'eau est de 1 gramme par millilitre. Pour calculer le nombre de moles, il ne faut pas oublier d'utiliser la concentration. Donc, il y a plusieurs petites subtilités à le calcul de la chaleur molaire de neutralisation. Finalement, quand je fais de la calorimétrie, c'est toujours possible d'aller calculer la température finale de l'eau dans une réaction qui s'est produite dans un calorimètre. Donc, pour calculer une température finale, bien, la première chose à faire, c'est de calculer le delta T dans ma formule Q est égal à MC delta T. Et après ça, on se rappelle que le delta T correspond à la température finale moins la température initiale. Donc, si je connais la température initiale de l'eau que j'ai placée dans mon calorimètre, que je connais la variation de température, bien, c'est possible de venir calculer la température finale. Il suffit tout simplement d'isoler TF dans la variation de température. Encore une fois, vous avez un exemple qui est disponible à la page 203 de votre cahier éléments. Ça conclut l'introduction au calcul de calorimétrie. Donc, je vous invite vraiment à aller revoir les pages dans votre cahier éléments pour être sûr de bien comprendre. Donc, ces pages-là sont inscrites à votre plan de travail et on se revoit dans quelques instants pour la suite.